L'ombre d'un doute, Hitchcock, 1943. L'ombre d'un homme, Anthony Asquith, 1951. L'ombre des anges, Daniel Schmitt. Ombre blanche, de Woody S. Van Dyke. Ombre et brouillard, de Woody Allen, 1991. L'armée des ombres, Jean-Pierre Melville, 1969. Le montreur d'ombre, Arthur Robinson, 1923. L'ombre d'un soupçon, Sidney Pollack, 1999. L'ombre de Claude Goretta, 1991. Ombre en plein jour de Tadashi Imai en 1956. Le cinéma n'en finit pas avec les ombres, en tout cas lors du règne du noir et blanc, soit la moitié de son histoire jusqu'au milieu des années 50. La couleur lui aura fait perdre en grande partie son ombre. Il existe peu d'ouvrages sur l'ombre, qu'elle soit littéraire, picturale ou cinématographique, mais que ce soit Ombre portée de Ernst Gombrich, Brève histoire de l'ombre de Victor Soishita, L'attrait de l'ombre de Dominique Paini ou Le montreur d'ombre de Jacques Aumont, s'accordent pour remonter à l'Antiquité qui, à travers deux textes, celui du grec Platon, La République, et du romain Pline l'Ancien, Histoire naturelle, a fait de l'ombre le fondement d'une réflexion sur la condition humaine chez le premier et sur l'art chez le second. Pour Platon, les hommes sont captifs au fond d'une caverne et contraints d'en contempler le mur du fond sur lequel le monde, depuis l'extérieur, projette les ombres de son agitation. Ils prennent les ombres pour la réalité jusqu'au moment où ils parviennent à se retourner et découvrir leur erreur. Dans un autre passage de La République, Platon déclare, citation, « J'appelle image d'abord les ombres, ensuite les reflets que l'on voit dans les eaux ou à la surface du corps opaque, des corps opaques, polis et brillants, et toutes les représentations semblables. » Fin de citation. Ce qui nous conduit à Pline l'Ancien, qui s'est attaché à proposer une origine mythologique de l'art. La première sculpture fut faite en argile par un potier de Corinthe à l'occasion d'une idée de sa fille éprise d'un jeune homme qui allait quitter la ville. Elle arrêta par des lignes les contours du profil de son amant sur le mur, à la lumière d'une chandelle. Son père plaqua ensuite de l'argile sur le dessin auquel il donna du relief. Ainsi, la représentation artistique trouva son origine dans le stade primitif de l'ombre. Dans un livre du père Athanase Kircher, publié en 1631, ce que beaucoup voient comme un ancêtre du cinéma, Ars Magna Lucis et Ombre, le grand art de la lumière et de l'ombre, il écrit que, citation, « l'ombre est si ancienne que seul le Créateur paraît l'avoir précédée ». Fin de citation. Pourtant, les Lumières, au nom symbolique, inventeur du cinéma en 1895, tournent le dos à l'ombre. Le 7e art enregistre dans le temps une situation lumineuse avec ses détails et ses accidents. Il est voué non seulement à la figuration des apparences, mais à leur reproduction exacte. Parmi les centaines de courts-métrages qu'ont ramené du monde entier leurs opérateurs, on ne trouve guère, très peu, cette présence de l'ombre, et comme pour confirmer cette prééminence de la lumière, les théoriciens du cinéma, de Krakauer à Bazin et à Stanley Cavell, n'ont cessé de faire du réalisme le fondement de l'art cinématographique. La critique s'est elle-même toujours accordée pour réserver un accueil unanime aux œuvres participant de cette soi-disant ontologie du cinéma, de Chaplin, La ruée vers l'or, à Rossellini, Rome ville ouverte, de Truffaut, Les 400 coups, à Piala, Loulou, de Cassavetes, Shadows, pourtant, aux frères Dardenne, Rosetta. Alors que les tenants de la part ténébreuse, voire fantastique du cinéma, Kubrick, Polanski, Fellini, Lynch, Buñuel, Cronenberg, Resnais,
n'ont cessé de provoquer des controverses et des rejets, car il est sans doute plus aisé de s'accorder avec des œuvres qui sont comme des fenêtres ouvertes sur le monde où l'on se reconnaît, que de peindre, que de pénétrer dans l'imaginaire d'une conscience avec ses obsessions et ses fantasmes. Selon une formule célèbre de Rossellini, les choses sont là, pourquoi les manipuler? Fin de citation. Le cinéma réaliste cherche une mise en scène qui serait invisible. Le propos de l'expressionnisme est à l'opposé. L'image n'est pas le fruit d'une observation attentive et humble, mais une importance. L'image n'est pas le fruit d'une observation attentive et humble, mais celle d'un visionnaire qui modèle la réalité à son gré. L'opposition entre l'ombre et la lumière a toujours été présente dans l'histoire du cinéma, comme pour reprendre les vers fameux de Valéry dans Le cimetière marin, mais rendre la lumière suppose d'ombre une morne moitié. Dans un film de Joseph Losey, son premier, en 1948, Gramp, le père de substitut, dit au petit garçon aux cheveux verts qui a de la peine à s'endormir, « Il n'y a rien de plus dans le noir que ce qu'il y avait quand la lumière était allumée. » Fin de citation. Il se veut évidemment rassurant au moment d'éteindre, mais toute l'histoire de l'art et du cinéma en particulier le démente en traitant de ces deux termes antinomiques. Très tôt, à peine 20 ans après la naissance du cinéma, la prééminence de la lumière sera contestée sur les écrans par les films expressionnistes allemands, dont René Clair, un des pionniers du cinéma muet, pouvait dire dès 1922, fin de citation de René Clair, en face du dogme réaliste qui nous semblait inattaquable, le cabinet du docteur Caligari vint affirmer qu'il n'était d'intéressante vérité que subjective. Il faut en prendre son parti, le cinéma cérébral est créé. Fin de citation. Comme en écho, un des grands réalisateurs contemporains, disparu il y a 4 ans, Raoul Ruiz, cinéaste chilien, franco-chilien, déclarait dans son livre « Poétique du cinéma 2 », citation, « De la lumière, plus de lumière, disait Goethe avant de mourir. Moins de lumière, répétait Orson Welles sur un plateau de cinéma la seule fois où je l'ai vu. Dans le cinéma actuel et dans le monde, il y a trop de lumière. Il est temps de revenir aux ombres. Donc, demi-tour, retournons aux cavernes. » Fin de citation. L'ombre va devenir un élément déterminant du cinéma allemand de Weimar, une image du destin. Max Reinhardt, dans ses mises en scène de théâtre, lui avait accordé une importance primordiale. Et l'on sait que Lubitsch et Murnau ont participé à ces expériences sur scène. Le funambule Cesare, dans le cabinet du docteur Caligari, avant de commettre ses meurtres, projette son ombre gigantesque sur le mur. De même, Nosferatu, penché sur le lit du voyageur et s'apprêtant à mordre la pure jeune fille, ou le manteau de Méphisto couvrant le ciel de son ombre dans le Faust du même Murnau. Alors on va voir un petit, très court morceau de Nosferatu le vampire.
Voilà, donc cet extrait de Nosferatu. On va tout de suite enchaîner 10 ans plus tard, avant de partir en exil. Fritz Lang tourne M, enfin, il y aura tout de suite après, évidemment, Dr Mabuse, mais dans M de Fritz Lang, on retrouve cette ombre donc, qui parcourt tout ce cinéma pendant toute la décennie. Le meurtrier rencontre une petite fille, mais avant que nous le voyions, c'est son ombre qui est projetée sur une colonne Maurice. Ça veut dire sans doute pour Lang qu'avant d'être un homme, il est une ombre. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Else Beckmann. Voilà. Pour le philosophe allemand Spengler, l'obscurité est une couleur protestante, un attribut germanique et participe du démoniaque. Lotte Eisner, la grande historienne du cinéma allemand, s'est interrogée sur la nature de l'ombre. Citation, « Est-elle ce singulier sosie qui, tel un vampire, dévore les forces et les désirs de celui à qui elle appartient, et doit-elle usurper l'identité juridique ?» Alors, l'ombre, bien sûr, a aussi des origines littéraires, avec en particulier les trois nouvelles fondatrices, toutes du XIXe siècle, et que les spécialistes de l'ombre citent régulièrement. La première est celle de l'allemand Adalbert von Chamisso, la merveilleuse histoire de Peter Schlemihl ou l'homme qui a perdu son ombre. Schlemihl a vendu son ombre au diable pour obtenir la bourse de Fortunato, et il ne projette plus son ombre, voué qu'il est désormais au mensonge et à la dissimulation. Il y a aussi une autre nouvelle, Ombre, de l'américain Edgar Poe, dans ses nouvelles histoires extraordinaires, qui semble faire revivre dans ce récit situé en Grèce le mythe de la caverne de Platon. Quant au Danois Hans Christian Andersen, dans L'Ombre, publié dans les Nouveaux Contes, il fait de l'ombre une substance totalement autonome, douée d'une conscience et d'une parole qui mettent à mort celui dont elle devrait être le simple prolongement. Donc le cinéma va reprendre tout cela, en particulier ce grand cinéma allemand des années 20 et du début des années 30, qui évolue entre le réel et l'imaginaire et illustre avec l'ombre, mais aussi le miroir, le thème du double, du doppelganger, de la nature foncièrement dichotomique de l'homme. Dans Schatten, le montreur d'ombres, d'Arthur Robinson, que j'ai cité au début, les ombres prennent corps dans les fantasmes des personnages et accomplissent leurs pulsions profondes. La rue de Karl Grune fait de la ville une symphonie d'ombres avec l'aide de grands peintres comme Ludwig Meidner, qui était responsable des décors. Asphalt de Joe May, en 1928, reprend le thème de la ville, central dans ce cinéma, en jouant de surimpression, d'ombres portées pour suggérer la menace que représente la cité moderne. Il est abusif de qualifier exclusivement d'expressionniste ce cinéma, qui puise à de nombreuses sources, mais la peinture allemande en général des années 10 et 20, celle de Kirchner, de Kokoschka, de Jawlensky, de Pechstein, de Kandinsky, de Nolde, de Schmidt-Rottluff, de Beckmann, qui cultive un style hallucinatoire, violemment émotionnel, pour exprimer une turbulence intérieure, fut une inspiration indéniable pour les metteurs en scène de cinéma. Elle s'opposait d'ailleurs, cette peinture, à l'impressionnisme, proche des Lumières, des frères Lumière, avec ses reflets de lumière sur des scènes naturelles et quotidiennes.
l'univers plastique singulier de ces films n'aurait pu trouver son expression sans l'apport de la technique photographique hautement sophistiquée à laquelle étaient arrivés les Allemands. L'emploi de lampes à arc équipées de miroirs à facettes qui permettaient de concentrer ou d'élargir le faisceau lumineux et offrait la possibilité d'une lumière puissante et directionnelle, conduisait à produire et à creuser des ombres. Mais avant d'aborder l'avatar le plus célèbre de ce cinéma allemand, à savoir le film criminel américain de la guerre et de l'après-guerre, de la Seconde Guerre et de l'après-guerre, je voudrais, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir que ces deux mouvements, l'expressionnisme allemand et enfin en tout cas le cinéma dit expressionniste allemand et le film noir américain, succèdent à des périodes évidemment traumatiques qu'ont été les deux guerres mondiales. Je voudrais évoquer le rôle d'intermédiaire que joue un certain cinéma français dans la seconde moitié des années 30, résumé abusivement peut-être, comme abusivement on parle de cinéma expressionniste, sous le terme de réalisme poétique. Carnet et Duvivier en particulier, mais aussi à l'occasion Jean Renoir dans La Bête humaine, surjouaient avec les ombres dans des films comme Quai des Brumes, Le jour se lève, Pépé le Mocco, Un carnet de balles. Fuyant le nazisme, de grands chefs opérateurs allemands comme Eugène Schuftan ou Kurt Courant vont venir travailler en France. Le premier, après avoir collaboré avec Fritz Lang sur Métropolis et avec Siodmak sur Adieu, signe aussi bien la photo du roman de Werther de Max Ophuls que de Molnar de Robert Siodmak ou du Quai des Brumes, déjà cité, de Renoir. Le second, Kurt Courant, qui avait éclairé La femme sur la lune de Fritz Lang, va travailler en France aussi avec Ophuls de Mayerling à Sarajevo, Pierre Chenal, La maison du Maltais, et Renoir, déjà cité, La Bête humaine. Voilà, des cinéastes comme Ophuls et Siodmak vont faire une carrière en France dans les années 30, tandis que d'autres, Billy Wilder, Mauvaise graine ou Fritz Lang, Lilium, n'y font qu'un bref passage avant d'arriver à Hollywood. Mais le lien entre ce cinéma français d'avant-guerre et le film noir américain est encore plus évident quand on considère la liste des remakes que Hollywood a entrepris. Scarlet Street de Fritz Lang, 1946, s'inspire de La chienne de Renoir, 1931. Désirs humains de Fritz Lang, 1954, et le remake de La Bête humaine de Renoir, 1938. Algiers de John Cromwell, 1938, et Casbah de John Berry, 1948, sont des remakes de Pépé le Mocco de Duvivier. The Long Night, le Litvak, 1947, est un remake du Jour se lève de Carnet de 1939. Lured de Douglas Sirk, 1947, est un remake de Piège de Siodmak de 1935. Le facteur sonne toujours deux fois de Tay Garnett, c'est le remake du Dernier tournant de Pierre Chenal, 1935. La 13e lettre de Preminger, 1950, est un remake du Corbeau de Clouzot de 1943. Donc l'influence française est perceptible, d'autant que Claire, Duvivier, Renoir iront tourner à Hollywood. Et ce sont les ombres allemandes qui vont sans doute encore plus marquer le film criminel américain, sans qu'il faille oublier que dès les années 20, le cinéma américain possédait aussi sa part d'ombre, à laquelle ne contribua pas peu l'arrivée de Murnau en Californie en 1927 et de son Aurore, Sunrise, qui, produit par la Fox, bouleverse la communauté cinématographique hollywoodienne, tandis que dans les années 30, Fritz Lang, à son tour, imprimait sa marque avec des films comme Fury et J'ai le droit de vivre, qui sont remplis d'ombre à chaque séquence. Paradoxalement, c'est sans doute Citizen Kane, au début des années 40, qui, bien que n'appartenant pas au genre criminel, exerça la plus grande influence visuelle sur le film noir. Xanadu, la demeure de Kane et le domaine de l'ombre, le nabab de la presse y vit ses dernières années dans le clair-obscur d'un château gothique. Au sortir d'une projection privée
de Citizen Kane en 1941, Griffith, qui fut aussi un montreur d'ombre et peut-être le premier grand cinéaste de l'histoire du cinéma, au sortir d'une projection de film, donc Griffith, qui fut aussi un montreur d'ombre dans Le Lys brisé et À travers l'orage, déclara, non sans humour, à propos d'Orson Welles, « Ces Allemands m'ont tout volé ». Citizen Kane, avec ses souvenirs contradictoires, incomplets, fragmentés, ses ombres proliférantes, allait influencer des cinéastes d'origine européenne comme Siodmak, Les Tueurs, ou Jacques Tourneur. Je signale d'ailleurs, comme je l'ai dit hier soir, que Jacques Tourneur, dans La Griffe du passé, ou bien Pendez-moi au Écourt, il y a 2 traductions du film, Build My Gallows High ou Out of the Past. La photographie était de Stanley Cortez, qui allait plus tard éclairer La Nuit du Chasseur. Comme le cinéma allemand des années 20, le film noir doit son image sombre et la présence des ombres à une photographie sous-exposée. La lumière de base, key light en anglais, est réduite pour privilégier au contraire la lumière basse, low key lighting, l'élimination des lumières d'appoint ou des lumières d'ambiance, fill light, utilisées d'ordinaire pour atténuer les ombres, contribue aussi à produire des zones de noir absolu. On va voir par exemple la première séquence de Criss Cross, Feu croisé de Edward Dmytryk, qui est adapté d'un roman de Richard Brooks, à l'époque qui n'était que romancier. On va voir la scène d'ouverture très brève, et elle représente, je pense, pas la peine d'en citer plusieurs parce qu'on n'en finirait pas, mais elle représente très bien l'esthétique du film noir pendant la guerre et surtout à partir de 1944. Voilà. Enfin, pardon. Voilà, donc voilà un condensé vraiment de l'influence expressionniste. Je me suis trompé, pardon, c'est Crossfire, c'est pas Criss Cross, c'est un autre film de Siodmak. Là, ça, c'est un film de Dmytryk, donc Crossfire. Je peux évoquer d'autres scènes, par exemple la scène de conversation sous les réverbères dans la rue rouge de Langue, ou bien à la lumière des phares dans Assurance sur la mort, d'un autre Viennois, Billy Wilder, offre un éclairage cru et tranchant qui fait surgir les visages de l'ombre. La lumière faible des films noirs permettait des ombres inhabituelles, des clairs-obscurs, de nombreuses scènes de nuit, des compositions déséquilibrées, des intérieurs claustrophobiques. De nombreux cinéastes hollywoodiens comme Lang, Siodmak, Preminger, Wilder, Ulmer, Michael Curtiz, John Bram avaient été formés en Allemagne, en Hongrie et en Autriche. Donc c'est la Mittel Europa qui a vraiment nourri peut-être la moitié de la production des films noirs, même plus américains. Et ils poursuivaient les mêmes préoccupations exprimées par le monde, c'est-à-dire exprimées par le monde extérieur, le monde intérieur des personnages. L'exagération, la distorsion, l'atmosphère grotesque ou cauchemardesque, le sens de la fatalité, la suggestion de la folie ou du désespoir étaient exprimés, entre autres, par les ombres. L'émulsion plus rapide de la pellicule, les éclairages plus forts, les objectifs à grand angulaire permettaient à de grands chefs opérateurs, parfois aussi d'origine germanique, comme Theodor Sparkuhl, comme Karl Freund, comme Mutz Grünbaum,
comme Franz Planer ou Eugène Schufftan, déjà cités, mais aussi américains de naissance, John Alton, John Seitz, Burnett Guffey, Joe McDonnell, Joseph Lachelle, Stanley Cortez, de recréer un univers visuel déstabilisant. La ville américaine, comme dans les films allemands, y est dangereuse et hostile. Les ruelles malfamées, les carrefours, les éclairages nocturnes, les tripots se prêtent au jeu des ombres. Dès 1931, pourtant, il faut même remonter bien avant, dès 1931, sans doute sous l'influence de Fritz Lang, je ne sais pas si Hawks avait pu voir déjà M, parce qu'ils ont été filmés à très peu de distance, mais certainement sous l'influence de Murnau, dont je l'ai déjà dit, l'Aurore a été une sensation immédiate. Il a eu d'ailleurs le premier Oscar à Hollywood. Dès 1931, si vous vous rappelez de l'ouverture de Scarface, le film de gangster, on voit l'influence du cinéma allemand sur Hawks, c'est-à-dire Tony Camonte, Paul Muni, qui joue Scarface, arrive dans un restaurant au petit matin, un petit matin après une soirée de fête dans ce restaurant de gangsters, et il est comme aspiré par l'ombre et s'apprête à commettre un meurtre, et on voit son image, son ombre, un peu comme dans M, se profiler avant de commettre le meurtre. On pourrait citer énormément de plans de ce genre. Un homme seul la nuit dans un bureau ou une chambre d'hôtel, faiblement éclairée par une enseigne au néon à l'extérieur. Voilà des compositions à la Edward Hopper qui illustrent par exemple des films comme, de Fritz Lang toujours, La femme au portrait ou La rue rouge. Dans La Féline de Jacques Tourneur, c'est l'ombre portée de Simone Simon dans une piscine qui suggère la femme panthère qui la dédouble. Et on la voit s'avancer dans la piscine et on voit son ombre, et c'est une forme de félin qui se détache sur le mur. Dans les films d'espionnage de Lang et de Hitchcock, n'oublions pas que Hitchcock a été formé à Berlin dans les années 20, l'ombre exprime la paranoïa d'une société menacée par le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Laisser invisible ce qui menace fera bien plus peur, car on s'adresse à l'imagination du spectateur. Hitchcock reprendra ce trope dans une séquence de Psychose, avec le voyage de Marion Crane, de Janet Leigh, dans la nuit, avant d'arriver au motel de Norman Bates, qui est comme une plongée dans l'ombre et sous la pluie. Plus étonnant est la présence des ombres chez un cinéaste comme John Ford. Lui aussi, marqué par l'influence de Murnau, puisqu'ils travaillaient tous les deux à la Fox à la fin des années 20, et il était là quand Murnau a tourné l'Aurore. Ford, associé au paysage du western, a recours lui aussi à l'ombre expressionniste. De façon paradoxale, puisque ces films sont en majorité en couleur, ces westerns, dans les années 50. Mais dès 1939, dans Les raisins de la colère, une ombre à forme humaine arrive dans le champ et se pose sur quelqu'un. C'est une image anthologique. Dans La charge héroïque, je m'excuse pour le titre français, le titre américain, on sait que les Américains sont beaucoup plus vulgaires que nous, ils appelaient le film « She wore a yellow ribbon ». Elle portait un ruban jaune. Les Français ont préféré La charge héroïque, ça les regarde. Dans La charge héroïque, donc, c'est l'ombre d'une jeune fille qui arrive sur la tombe où se recueille John Wayne. Dans La prisonnière du désert, c'est celle de l'Indien qui enlève la jeune fille blanche, et on voit son ombre. Dans Les deux cavaliers, c'est une autre jeune fille qui est confrontée à l'ombre de son père. Raoul Walsh, autre chantre des grands espaces, autre cinéaste cosmique, évoque dans Aventure en Birmanie un combat dans l'ombre pendant la nuit avec l'arrivée des Japonais qui attaquent une patrouille américaine. De grands réalisateurs européens vont eux aussi renouer avec cette tradition expressionniste. Bergman, marqué à ses débuts par le réalisme poétique de Carnet, traduit la profondeur trouble de l'âme quand on ne croit plus en Dieu dans ses deux trilogies des années 60 et 70. Comme l'a bien analysé Jacques Aumont, il révèle le pouvoir modelant de l'ombre sur un visage. C'est l'ombre du père dans le grenier d'à travers le miroir. C'est l'ombre omniprésente
dans Une passion. Il n'est pas jusqu'à Eisenstein, qui dans ses films muets soviétiques s'opposait au cinéma expressionniste allemand, qui révèle son influence après-guerre dans Ivan le Terrible, avec l'ombre des boyards et surtout celle du tsar, ombre géante qui se profile sur l'écran. De même, un réalisateur aussi réaliste que Maurice Pialat va traduire le monde expressionniste de Bernanos dans Sous le soleil de Satan, où l'abbé Donissant, évidemment Gérard Depardieu, marche dans la nuit et rencontre l'ombre d'un Maquignon qui incarne le diable. Des démiurges américains comme Kubrick ou Coppola vont renouer bien au-delà du film noir, illustré par Kubrick à ses débuts dans Le baiser du tueur et L'ultime razzia, avec la représentation des ombres. Dans Apocalypse Now, Willard va à la rencontre de Kurtz, ce demi-dieu, Marlon Brando, plongé dans l'ombre. Après les atmosphères expressionnistes de Lolita et de Dr. Folamour, c'est la séquence finale de Full Metal Jacket de Kubrick, où l'ombre des soldats se profile à l'horizon dans la guerre du Vietnam en chantant l'air du Mickey Mouse Club. L'ombre est une fois encore l'expression de la peur, du retour sur soi, de l'incertitude, d'une vie sans salut possible. Mizoguchi, inspiré peut-être par le chef-d'œuvre de son compatriote Junichiro Tanizaki, Éloge de l'ombre, ce livre de 1933, va céder à la tentation expressionniste dans Les Contes de la lune vague après la pluie, 1953, avec son potier, Ganjuro, épris d'un fantôme. Intéressant qu'on retrouve le potier de Pline l'Ancien. 1000 autres exemples pourraient être proposés. Ils attestent en tout cas de la permanence d'une tendance profonde du 7e art qui ne s'est jamais mieux incarnée que dans le cinéma américain. Celui-ci, mixte, hybride, d'influence américaine et européenne, ressemble en cela à sa littérature, où coexistent d'une part Melville, Hawthorne, Faulkner, Flannery O'Connor, chantres de l'imaginaire, et Mark Twain, Hemingway, Dreiser ou Philip Roth, tenants du réalisme. Merci. Grazie a Michel Simon. Ah, je vais vous donner en bonus tout de même le dernier extrait que j'avais choisi parce que je ne le citais pas dans mon texte, mais là aussi, ça renvoie à l'immédiate après-guerre, puisque je vous ai montré un extrait du film de Dmitrik. C'est le début, 10 ans plus tard, en 1957, du dernier grand policier de Orson Welles, La soif du mal. On va voir la séquence d'ouverture. Là aussi, vous allez voir, c'est le fameux travelling extraordinaire qui est plus long que ce qu'on va passer, mais ce premier plan d'ouverture qui est un travelling de quasiment de 7 minutes 30, où on voit Charlton Heston et Janet Leigh qui sont dans une petite ville, Tijuana, à la frontière mexicaine.
You folks American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here?